Bonsoir à toutes et à tous, ravi d'être parmi vous aujourd'hui sur scène. Alors c'est un peu inversé, mais c'est intéressant et ravi d'être là. Donc moi je suis Clara Audry, en effet associée du fonds Jolt Capital. On investit dans la technologie, la haute technologie, dans des sociétés de croissance en Europe qui vont inventer, créer le monde de demain. On est une équipe d'une trentaine de personnes et on va aller investir dans des secteurs divers comme l'industrie, l'énergie, la cybersécurité. On a parmi l'équipe donc des investisseurs, des dirigeants d'entreprises technologiques, des ingénieurs, donc une belle bibliothèque de savoir pour adresser des sujets complexes. Voilà, et pour ma part, en effet, un parcours avec une double casquette, à la fois d'investisseur. Donc j'ai rencontré des milliers de sociétés, investi dans quelques-unes, sorti d'autres, et puis j'ai également été de l'autre côté, voir ce que c'était que d'être dans une société opérationnelle, de recruter des gens, de fidéliser des talents, signer des premiers clients, voilà, dans l'univers de l'hospitalité. Voilà pour ma part. Pierre, est-ce que vous voulez vous présenter aussi? Qu'est-ce que vous faites chez Vinci? J'ai donné des titres, mais vous savez que derrière les titres se cachent plein de choses. Alors, moi je travaille chez Vinci depuis une trentaine d'années. J'ai été directeur de la com et des RH. Je suis aujourd'hui DGA en charge des autoroutes et je m'occupe d'une série de petits projets comme Léonard, la Fabrique de la Cité, la Fondation, ou différents sujets transversaux qui ont occupé pas mal de moments de ma vie professionnelle dans ce groupe depuis bien longtemps. Ça va ? Ça me va très bien. On va parler de ces grands groupes, de ces startups, d'environnement et de financement. Je voudrais donner des éléments de contexte un peu général, mais depuis quelques années, il y a eu, en matière de start-up, on a parlé beaucoup de digital, on a parlé beaucoup de start-up dans le domaine des services, et en matière d'industrie, finalement, ce qu'entendent les Français, c'est plutôt que va faire l'État pour protéger l'industrie, passer à 20% dans la part du PIB, à 10% aujourd'hui, avec des discours sur la souveraineté industrielle française, les relocalisations. Voilà, c'est un peu la petite musique. Et puis, on voit les grands groupes, les GAFA, qui avaient beaucoup d'argent, s'essouffler un peu, leur capitalisation baisser. Et puis, une tendance qui aurait tendance à s'affirmer, ou en tout cas, on pourrait dire qu'elle s'affirme ici, c'est le fait que des startups, des petites entreprises se mettent à vouloir innover dans le domaine industriel, ce qui n'était pas aussi évident qu'auparavant, et à s'appuyer sur des structures comme Léonard, à s'associer éventuellement à des groupes comme Vinci. Dans le mot association, je le prends au sens large. Je voudrais que vous me parliez de ce phénomène à l'aune de ce que vous avez pu observer ces derniers mois, ces dernières années, voir si évidemment vous y croyez, mais la façon dont vous le regardez. Je commence avec vous, Clara. Alors effectivement, on a eu là, on sort d'un cycle, je dirais très long, hein, d'une douzaine d'années, l'un des plus longs qu'on ait vécu, avec une très forte croissance, des valorisations qui en effet qui étaient quasiment infinies. Beaucoup de choses qui sont passées sur la digitalisation, l'émergence de sociétés qu'on appelle licornes. Alors est-ce que les licornes sont un rêve ou une réalité? On pourra en débattre, mais un certain nombre d'acteurs français et européens qui ont émergé sur des sujets IA, des sujets digitaux, et qui ont été formidablement développés au moment du Covid, puisqu'on était tous bloqués chez nous, et que finalement le e-commerce a vécu certainement sa plus belle croissance en quelques jours seulement. Là, effectivement, ce qu'on voit apparaître aujourd'hui et le contexte macroéconomique, le contexte géopolitique nous pousse à repenser un peu la place de l'industrie. Qu'est-ce que finalement fabriquer les choses chez nous, pas loin de chez nous, qu'est-ce que ça nous apporte sur l'indépendance, la souveraineté, quelle dépendance ou indépendance énergétique avons-nous, comment on peut produire nos médicaments ou même notre nourriture sur notre sol ou en tout cas pas trop loin. Et je crois qu'il y a un mouvement de fond qui est en train de se passer après une digitalisation massive.
on assiste en fait à une décarbonation. Et je crois que cette journée a été vraiment placée sur ce sujet. Hein. Vous avez parlé de la ville de demain, de comment on allait construire différemment. Et là, il y a deux choses qui se passent, c'est qu'il y a des sujets très digitaux encore, puisqu'on a vu des softwares qui permettent de calculer son empreinte carbone, qui permettent de visualiser le problème, finalement, des émissions, des externalités négatives, des logiciels qui permettent aussi de mieux prédire, de moins fabriquer. À ISO qualité de vie, je dirais. Donc d'une part, une part logicielle qui va aller sur la décarbonation, et puis des investissements et des sociétés plus sur des sujets qui vont attaquer la matière. Le vivant ou la matière, les nouveaux matériaux, le béton, les nouveaux sables qui sont créés aujourd'hui à partir de matériaux recyclés. Et je crois que c'est une tendance de fond. Et nous, chez Jolt, c'est une tendance qu'on accompagne avec beaucoup d'enthousiasme depuis plus de 10 ans maintenant, puisqu'on investit à la fois sur des sujets software et hardware. Et je pense que la transition qu'on est en train de vivre ne pourra pas se passer sans les deux. Et donc, je crois qu'il y a eu des beaux exemples aujourd'hui. Je peux éventuellement donner quelques exemples également. On va venir à des cas concrets. Après. Mais Okay. sur ce sujet, je voudrais aussi entendre Pierre Copé. Oui, la question est très vaste. Mais je crois que c'est vrai que si on essaye de faire le panorama des années écoulées, moi je pense qu'il y a une constante dans la dynamique entrepreneuriale qu'on a voulu accueillir ici, qui est une affaire de style. Je pense que ce qui s'est joué dans la dernière décennie avec les startups, avec le business digital et avec... au fond, c'est une forme de style auquel on tient beaucoup ici, qui est dans l'informel, qui est dans la rencontre, qui est dans le croisement, et qui est dans une ouverture d'esprit qu'il n'y avait pas nécessairement spontanément dans les grands groupes. Ça, c'est ma première remarque. Ma deuxième remarque, c'est que bien sûr que... Moi, je ne crois pas du tout que l'aventure digitale et l'aventure IA soient finies. Je pense qu'elle est entrée dans une phase de rationalisation et peut-être on est dans une phase d'atterrissage dans laquelle on est peut-être un peu plus attentif aux livrables qu'à la valo des startups. Et là, on se retrouve plus proche de la culture du groupe Vinci, qui est un groupe dans lequel on fait des business à faible marge. Et si on veut réussir et réussir durablement dans des métiers à faible marge, il faut être à la fois modeste et rigoureux. Et je pense qu'on est entré dans une... Et puis il faut être bon gestionnaire. Et je pense que ce que vous décrivez sur la baisse des valos et sur l'atterrissage du secteur du numérique, c'est une tendance à la rationalisation, ou en tout cas une phase dans laquelle les valorisations sont plus fondées sur la capacité à délivrer que sur les espoirs. Et ça nous ressemble bien et ça nous va bien. Et je pense que à la fois la dynamique gestionnaire et la rigueur que ça met dans le système est bienvenue. Voilà une première réponse, cher Une autre réponse sur le volontarisme étatique en matière d'industrie. On voit de plus en plus l'État prendre des positions sur une industrie, à la fois sur les questions de souveraineté, mais aussi sur les questions environnementales. Il est dans son rôle, vous le trouvez efficace? Vous avez combien de temps? Je veux pas vous faire déraper non plus, hein, parce qu'après on va me le reprocher. Non. Donc vraiment une réponse calibrée, sans polémique. Moi, ce que je pense, ce qu'on peut dire, si on regarde les grandes tendances, c'est que dans la période récente, l'État a créé des conditions fiscales qui sont plus favorables au business qu'elles ne l'ont jamais été en France. Et je pense qu'il y a depuis 6 ans en France une constante qui est une première dans l'histoire de France,
en matière fiscale. Et au fond, je pense que c'est probablement ce qui peut être fait de plus structurant en faveur du business et en faveur de l'industrie. C'est-à-dire que si vous ne passez pas vos journées à vous demander si l'IS est plus favorable en France, en Belgique ou en Suisse, et que vous avez compris que l'IS est sur une tendance stable, je pense qu'on ne peut pas faire plus favorable au business que ça. Première remarque. Deuxième remarque, je pense que ce qu'a fait l'État avec la BPI et avec les dispositifs d'accompagnement de l'entrepreneuriat pour le financement est efficace. Ça a drainé des milliards sur l'innovation et sur l'amorçage d'entreprises. Est-ce qu'il y avait besoin que l'État fasse ça, ou est-ce que si l'État ne l'avait pas fait, il n'y aurait pas eu les fonds pour le faire? Je n'ai pas de réponse. Je pense que l'État a pris une part très importante avec la BPI dans cette dynamique, et je pense que ça a financé beaucoup de projets et que c'est favorable. Après, est-ce que dans l'analyse qu'on peut faire des différents modes d'intervention de l'État, on est tous hyper satisfaits? Moi, je pense que le rôle de l'État est de financer des infrastructures, d'encourager les investissements et les gros investissements d'infrastructures que lui seul peut initier et financer. Et je pense qu'il est mieux là que quand il s'occupe du prix de l'électricité des boulangers. Mais ça, on est tous d'accord. Clara, une réaction? Je rebondis, je suis tout à fait d'accord. L'État français est aujourd'hui le premier venture capitaliste français. En gros, d'un point de vue macro, il a financé à peu près, via l'intervention de la BPI, à peu près 40% des fonds qui sont allés dans les sociétés early stage en France. Donc c'est indéniable. Et oui, ça a eu un rôle majeur. Parce que d'une part, les fonds early stage ont historiquement en France du mal à lever. Alors je vais faire une petite digression parce que je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec le business model d'un fonds d'investissement. Et donc je le rappelle, je ne gère pas ma fortune personnelle, je gère des fonds pour le compte de tiers. Et donc ces tiers sont typiquement des gens comme des institutionnels comme la BPI, des grands assureurs, des fonds de pension ou des gens qui ont envie de placer une partie de leurs capitaux sur cette classe d'actifs qui est le venture capital. Et donc l'early stage, c'est quand même l'endroit où on prend du risque. En français, c'est le capital risque. En américain, on rajoute un peu d'aventure là-dessus. On est un peu plus optimiste peut-être, mais il n'en demeure pas moins que c'était une classe d'actifs sous-pondérée dans notre pays. Et donc, l'impact de l'État était majeur dans la mise en lumière de ce segment et dans l'alimentation de cette classe d'actifs, et ça c'est indéniable. Voilà, donc je suis assez en ligne. La deuxième chose que je dirais, c'est qu'on a également des très très belles écoles d'ingénieurs en France qui forment des talents, qui sont quand même ceux qui vont après devenir les entrepreneurs que vous êtes pour créer ces sociétés, parce qu'une fois qu'on a des capitaux, il faut quand même faire le boulot. Et puis l'autre chose, on a d'autres dispositifs tels que le CIR ou même la rupture conventionnelle qui quand même crée des vocations. Et donc on a vraiment un magnifique terrain pour aller entreprendre en France. Ouais. Vous avez parlé de l'argent et des financements. Est-ce que les gens qui vous confient leurs fonds, ces investisseurs, ont fait le choix aujourd'hui, ou vous laissent faire le choix pour eux, entre environnement et performance, entre investissement au service de la maîtrise des enjeux écologiques, ou en tout cas des investissements qui s'inscrivent dans la durabilité, la soutenabilité, bon, tout ce collège-là. Est-ce que les choses sont en train de changer ? Alors, ce qui est en train de changer, c'est la pondération et le montant des capitaux alloués à la transition environnementale. Il y a un double effet là-dessus. Premièrement, des entrepreneurs, toute une génération d'entrepreneurs qui a envie de s'attaquer à ce problème,
et ça c'est majeur, la création de ces entreprises est en forte augmentation. Et deuxièmement, des investisseurs institutionnels, donc qui sont nos investisseurs, qui vont nous pousser à aller sur ces sujets plutôt que sur le quick commerce ou d'autres sujets, la technologie un petit peu plus peut-être futile, c'est une question. Et donc, en effet, par contre, ce qui se passe, c'est qu'il y a une grande professionnalisation de ce sujet de la transition, et on ne va plus opposer l'impact et la performance. En réalité, les sociétés les plus performantes demain, et même dès aujourd'hui, sont celles qui vont adresser ces problèmes, parce que c'est tellement des problèmes majeurs que tout le monde va s'intéresser d'un peu plus près au sujet, et donc ces actifs vont mécaniquement être valorisés. J'en cite quelques-uns, mais la fusion, la fission nucléaire, l'énergie solaire, les nouveaux matériaux sont des entreprises technologiques qui vont être en forte croissance demain, donc qui vont créer de la valeur, puisque c'est ce que nous, autres investisseurs, on va chercher à investir dans des sociétés qui vont grandir, sur mon segment rapidement, et qui vont créer de la valeur en trouvant leur marché. Pierre, en début de semaine, le patron d'une grande mutuelle a dit 10% de mes résultats iront à la lutte contre le réchauffement climatique. Je crois que c'est la Maïf, le groupe mutualiste. Ça vous inspire quoi? Non, c'est le Crédit Mutuel. Les deux, en général. Rien. Je passe à la question suivante. Quels sont... Moi, je veux bien qu'il investisse dans mon fonds. Non, mais je dis ça parce que comment dire ça? Moi, je pense que les sujets dont on parle sont pour l'essentiel des business pérennes. C'est-à-dire que je pense qu'on n'a pas besoin de sortir du schéma d'exigence de rentabilité les infrastructures. Je pense qu'on n'a pas besoin... J'ai une infinie sympathie pour le mouvement mutualiste, y compris quand il finance les opposants à la construction des autoroutes. Mais ce que je veux dire, c'est que si aujourd'hui une start-up se développe qui inventera un système de comptabilisation du carbone plus performant que ce qu'on arrive à faire, elle va trouver son marché et elle va prospérer. Est-ce qu'elle a besoin de trouver de l'argent ou du capital sur lequel il n'y ait pas d'exigence de rentabilité? Je ne crois pas. Et moi, je pense qu'au fond, l'exigence capitaliste de rentabilité d'un business model, elle est assez saine. Je suis très partisan des activités non-profit, mais je pense que pour toutes sortes de choses, et notamment toutes sortes de choses qui ont trait à la solidarité, mais sur les sujets dont on parle, qui sont des innovations industrielles, qui sont des innovations digitales, qui sont des projets environnementaux ou des projets d'infrastructure, je pense que le fait il n'est pas nécessaire de renoncer, de trouver des financements sans exigence de rentabilité. Donc c'est pour ça que vous me voyez un peu gêné de répondre à je ne vous ai pas trouvé gêné. Je ne vous ai pas trouvé du tout gêné. Bon, voilà. Non, mais c'est un sujet compliqué parce qu'il y a quelque chose de sympathique à voir une entreprise décider d'allouer des fonds, de distribuer des fonds à des projets solidaires. Mais en l'occurrence, dans la dynamique entrepreneuriale que nous encourageons ici, on est plutôt à la recherche de business dont la réalité, la vérité et la rigueur doit générer sa rentabilité. Est-ce que vous avez des cas, pour revenir à notre sujet, des cas où justement des startups et des startups innovantes rejoignent ces problématiques
Ça fait partie des exemples dont on souhaitait parler aujourd'hui. Est-ce que vous en avez vu identifié plein, un certain nombre? On en a vu tout l'après-midi, c'est-à-dire qu'on a vu... quand tout à l'heure on nous présente un projet de filiale, de ce qui est en train de devenir une filiale de Géocéan, mais qui a été incubée ici, qui va pomper des calories dans le fond de la mer, ou plutôt des frigories, pour climatiser du tertiaire. Bon, c'est à la base une intuition qui a été incubée ici et qui a prospéré. C'est un des premiers projets qu'on a financé ici, quand des étudiants nous disent on pourrait, en partant de l'idée de l'effet Venturi, poser des ventilateurs sur les toits des bâtiments de façon à attraper l'effet Venturi des façades pour produire de l'énergie. Bon, on l'a fait. Donc on l'a fait, puis ça, je ne sais d'ailleurs pas si ce projet a trouvé son développement industriel, il me semble que oui. Dans les matériaux, ce qu'on a vu prospérer ici, enfin ce qu'on a vu imaginer ici sur les matériaux bas carbone, sur le recyclage des matériaux, c'est des choses dont on n'aurait pas eu l'idée il y a 10 ans, auxquelles on ne croyait pas nécessairement au début, mais que dans la dynamique propre à Léonard, on a fait grandir. Ça fonctionne, donc ça fonctionne et ça donne lieu à des innovations et à des économies de carbone qui sont très significatives. Donc oui, je crois qu'il y a beaucoup de projets ou d'idées incubées ici qui ont trouvé des débouchés dans les matériaux, dans les façons de faire, dans les métiers, dans les process. Alors il y a ce qu'on sait, il y a ce qui a formé des entreprises qui vivent leur vie dans ou en dehors du groupe Vinci, et puis il y a aussi la manière dont les idées se fragmentent et font des petits avec ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup c'est un état d'esprit où c'est une dynamique, l'innovation. Et je pense que beaucoup des projets qui ont été incubés ici en ont appelé d'autres ou en ont généré d'autres qu'on n'a pas nécessairement référencés. Alors, on a beaucoup parlé évidemment d'énergie, de sobriété énergétique, d'indépendance énergétique. Je crois que Vinci s'intéresse à la fois à l'hydrogène, mais aussi au nucléaire. En fait, Vinci s'intéresse à l'hydrogène et au nucléaire. Vinci a construit la moitié du parc nucléaire français à l'époque où il a été développé. Et Vinci est le premier groupe de construction. Et donc, on a sur ce sujet à la fois les références, le savoir-faire et un peu d'ambition sur... Parce que dans comme ensemblier, il y a des filières et des startups qui veulent intervenir dans ce domaine. C'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit que ça se passait chez vous. Oui, ce que je crois, c'est qu'on a de beaux restes de l'époque où on a construit le parc nucléaire français. On a de beaux restes de l'époque où on a construit le sarcophage destiné à démanteler la tranche 4 accidentée de Tchernobyl. On a de très nombreuses références, on a des références sur absolument toutes les réalisations nucléaires françaises, et je pense qu'on est le génie civiliste et le spécialiste de ces sujets, avec, c'est vrai, une culture de projet qui fait qu'on est un peu l'arme au pied, c'est-à-dire qu'on aurait envie de voir démarrer le programme nucléaire tel qu'il a été annoncé par le gouvernement l'année dernière. Et on croit beaucoup, parce que c'est dans notre culture, à la dynamique propre à ce projet. C'est pour ça qu'on attend qu'il démarre. Et on n'est pas du tout dans les lamentations des gens qui disent « Oh là là, mais il n'y a plus le savoir-faire, on a perdu ». On ne pense pas du tout ça. On pense, nous, que la dynamique propre
à un projet génère ses savoir-faire, ses formateurs et ses systèmes de qualification, et on croit qu'on sait faire et qu'on saura faire rapidement. Sur l'hydrogène, il y a dans la salle pas mal de gens compétents, hein. Il y a Benoît qui en a parlé tout à l'heure. Sur l'hydrogène, on a un fonds auquel participe Vinci avec Total et Air Liquide, qui nous permet de contribuer aux projets de R&D qui sont actuellement qui se présentent. Et puis on regarde ça cette fois avec notre statut de concessionnaire d'autoroutes et d'aéroports, qui fait que nous sommes évidemment très désireux de voir prospérer des énergies propres pour permettre une mobilité décarbonée. Et c'est sûr qu'on a des théâtres d'innovation et d'expérimentation sur nos aéroports ou sur nos exploitations autoroutières, et on est très demandeur de voir accélérer les technologies d'hydrogène verte. Clara, des exemples de ces collaborations entre grands groupes et start-up qui vous ont frappé et dont vous avez envie de nous parler? Alors oui, j'en ai quelques-uns. Je peux vous en commencer par un premier dans la mobilité, qui je crois était aussi un thème qui intéresse Léonard et Vinci. Donc on est investisseur d'une société finlandaise qui s'appelle Virta, qui a développé un logiciel qui permet la recharge de véhicules électriques. Donc le paiement, la recharge, éventuellement de se connecter à son habitat pour amener l'énergie du véhicule à la maison. Et donc c'est une société qui est née en fait de la collaboration de deux corporates, deux énergéticiens, un allemand, E.ON, et un finlandais qui est Hélène. Et nous sommes intervenus quand la société faisait déjà 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc elle a quelque part fait émerger sa solution. Elle s'est développée, elle a signé ses premières références clients grâce à ces deux grands groupes. Et aujourd'hui, je crois que donc on équipe entre 8 et 10% des bornes de recharge en Europe, des bornes publiques. Et toutes les 2 secondes, il y a une recharge de véhicules qui se termine. Donc ça, c'est une société qui est allée à l'échelle avec l'intervention d'un fonds comme le nôtre, qui est un fonds de croissance. Mais l'histoire était bel et bien née d'une collaboration avec 2 grands groupes. Donc je pense que c'est un premier exemple intéressant. Le deuxième, alors il n'est pas né de la collaboration avec des corporates, mais néanmoins il est intéressant, et notamment je pense qu'il serait parfaitement éligible au programme Catalyst de Léonard. Il s'agit de la société Keboni qui réalise un substitut en fait du bois tropical. Donc en fait, il prend du bois de culture tel que le pin, et via des procédés et une technologie qui a plusieurs dizaines de brevets, le transforme en un bois complètement hydrophobe, qui a des caractéristiques comparables à l'IP. Alors je ne sais pas si vous le saviez, mais on est en France encore l'un des premiers importateurs de bois exotique, qui est quand même l'un des premiers responsables de la déforestation. Donc c'est un sujet majeur. Et ce que Keboni fait, c'est qu'il va remplacer ce bois-là pour les bardages, pour les terrasses. Et donc on voit en France un certain nombre de chantiers adopter les bardages bois, ce qui est une bonne chose pour l'isolation. Néanmoins, souvent, ce sont des bois qui tiennent une quinzaine d'années, qu'il faut remplacer au bout d'une quinzaine d'années. Et les nouveaux dispositifs, notamment le label RSE 2020, va demander à faire un bilan carbone sur une cinquantaine d'années. Donc là, on va quand même devoir se poser quelques questions. Et donc le Keboni a l'avantage d'avoir une plus longue longévité, hein, puisqu'il va tenir sans poser aucun problème pendant 40 ans. Donc ça, c'est l'exemple d'une autre société qui développe un nouveau matériau dédié à la construction et qui pourrait voir des collaborations majeures avec un groupe tel que Vinci. Voilà. Avec Vinci, par exemple, comment on collabore avec des entreprises qui ne sont pas établies depuis longtemps, qui sont de petite taille et qui sont pourtant porteuses de technologies innovantes, de nouveautés? Comment on crée la bonne relation?
D'abord, je voudrais rappeler que sur un chantier, il y a des centaines, parfois des milliers d'intervenants. Et sur un projet, la culture, c'est celle de la fédération de compétences et de savoir-faire. Donc ça fait partie de notre culture. Après, je pense qu'il y a une forme de bienveillance qui a été pensée ou voulue dans l'environnement de Léonard sur le fait d'accompagner des startups et de leur permettre de progresser. Et après, si je le fais schématiquement, je pense qu'il y a des entreprises qui trouvent à l'intérieur du groupe Vinci, des projets qui ont été incubés ici, qui trouvent à l'intérieur du groupe Vinci leur chemin ou leur place et qui prospèrent à l'intérieur du groupe. Et il y en a d'autres qui ont vocation à vivre dehors parce que elles s'y développeront mieux qu'en étant pris dans le cadre corporate d'un grand groupe comme le nôtre. Et c'est clairement l'état d'esprit qui prévaut dans la manière dont on a conduit ou accompagné les projets. Donc, Quel recul vous avez là-dessus, d'ailleurs? Sur des projets portés en interne qui sont restés, qui sont sortis, qu'est-ce qui fait que ça marche, qu'on laisse pas l'innovation s'endormir, qu'on la garde, qu'elle irrigue le groupe? T'as envie de répondre, Benoît, à cette question? J'ai donné quelques exemples tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est pas simple. C'est pas simple. C'est-à-dire que il y a à l'intérieur du groupe Vinci toutes sortes de start-up internes qui ont grandi, comme Six Sense, comme toutes les composantes qui forment aujourd'hui les métiers du digital appliqué à l'instrumentation d'ouvrages et au suivi d'ouvrages sont des business qui auraient pu naître en dehors et prospérer en dehors du groupe et qui ont prospéré dans le groupe et qu'on a su identifier et loger. Je pense que en fait, la règle de partage entre ce qui doit rester dans le groupe et ce qui doit en sortir, elle est sans doute déterminée par la question de savoir si le groupe apporte ou si le groupe, par ses process, ses règles et ses exigences, freine le développement d'une entreprise. Ensuite, je pense que ça se détermine aussi en fonction des synergies ou de la capacité de telle ou telle innovation ou tel business à nourrir le flot d'activité du groupe. Pardon, c'est très théorique. Mais en même temps, c'est très important. Parce qu'on peut accueillir ici plein de créativité, on peut détecter plein de créativité en interne. Et puis ensuite, il y a la question de la maturation, de l'accompagnement. Puis il y a la question de la valo, c'est-à-dire que je pense que quand vous arrivez avec une start-up avec l'idée qu'elle va faire 500% de croissance par an et que vous allez être riche, alors effectivement, il vaut mieux sortir de la logique propre à un groupe un gros corporate ne peut pas permettre l'émergence d'une... quand on veut extérioriser la valeur, il faut la sortir, et pour la sortir, il ne faut pas être à l'intérieur du corporate, c'est tout. Sur le financement, est-ce que ces startups qui aujourd'hui s'intéressent au climat, à la décarbonation, qui veulent aider l'industrie ou qui ont des solutions pour l'industrie pour faire autrement, est-ce qu'elles trouvent les financements? Oui. Honnêtement, le sujet est plus que capte l'attention en fait. Alors j'ai plus les derniers chiffres, mais je crois qu'en 2019, c'est ce qu'on appelle la climate tech représentait 7 ou 8% du total des fonds investis en venture. Là, je parle à une échelle plutôt mondiale. Et en 2 ans, on est passé à 14 ou 15%. Donc en fait, la croissance, elle est majeure. L'intérêt des investisseurs, il est là. Et je crois qu'en tant qu'investisseur, nous, on va devoir rester vigilants sur le côté des valorisations pour pas justement aller quelque part trop valoriser des sociétés trop tôt.
Donc je crois que le sujet, il sera plutôt de cet ordre-là. Mais je pense que oui, les sociétés adressant ces sujets vont trouver des investisseurs. D'ailleurs, il n'y a jamais eu autant de création de fonds sur ces sujets. C'est vraiment assez impressionnant avec toute une catégorie d'équipes qui se montent, beaucoup à Berlin à l'origine, à Berlin et en Allemagne, et de plus en plus en France aussi. Est-ce que les fonds se spécialisent, j'imagine? Ils ont une connaissance de plus en plus fine de ces startups et de ce qu'elles font et des secteurs dans lesquels elles interviennent. Est-ce que les startups savent que ces fonds existent? Est-ce qu'elles peuvent s'en faire connaître? Alors, juste sur la première partie de la question, je ne sais pas s'il y a tant que ça une spécialisation. De toutes les façons, le sujet du réchauffement climatique, de la transition, peu importe quel terme on lui porte, il est cross-secteur. En fait, il va vraiment aller toucher tous les pans de notre économie. Donc, on ne peut pas être spécialiste. C'est une certaine lecture, en fait, une certaine thèse d'investissement qu'on va prendre, mais on va aller investir dans tous les secteurs. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, je pense que l'un des challenges, c'est vraiment celui des compétences et celui de la spécialisation. Les équipes avec un bagage, je dirais, scientifique et d'expérience dans ces domaines-là, il va falloir les créer parce qu'en effet, c'est complexe. Voilà. Ça nous amène à la crise des talents. On parle de la crise des talents, on parle du peu d'appétence de certains jeunes ingénieurs à s'engager dans l'industrie. Ils allaient plutôt dans la finance. Est-ce qu'il faut redouter cette crise des talents ou finalement vous ne la subissez pas? Enfin, je formulerai pas ça comme ça. Je voudrais simplement sur le point précédent dire que depuis que, si on regarde l'échelle de temps sur laquelle a travaillé Léonard dans les 5 dernières années, la question des projets entrepreneuriaux n'a pas été une question de financement. De l'argent pour financer des projets, il y a de l'argent public, et il y a des fonds, et puis il y a des industriels qui sont prêts à le faire. Et notre valeur ajoutée à nous, Léonard, c'est de créer un écosystème, d'être dans l'écosystème un lieu capable d'accueillir, capable d'offrir des débouchés, capable de dire à un entrepreneur qui a une idée, va l'expérimenter dans telle ou telle filiale, sur tel ou tel projet ou dans tel compartiment du groupe, et d'offrir un terrain bienveillant d'expérimentation et de challenge des idées. Et je pense que c'est ça notre mission principale. Sur la question des talents, je pense qu'on est après la période... on est dans une période de bouleversements successifs, ceux de l'économie digitale, ceux qui ont été suivis par... on est dans une phase de crise climatique, on est passé entre-temps par une crise une épidémie qui nous a montré qu'on pouvait travailler à distance et qu'il y a beaucoup distendu ou modifié les rapports au travail et à l'entreprise. Et je pense que ça complique, ou en tout cas ça tourneboule beaucoup les schémas habituels de rapport à l'entreprise. C'est donc difficile aujourd'hui de donner sur ces sujets des tendances arrêtées, puisque je pense qu'on est en pleine évolution, et on est dans des évolutions qui sont à la fois très rapides et très profondes. Et la bonne réponse pour accueillir des talents quand on est un grand groupe comme le nôtre, c'est d'y porter probablement plus d'attention qu'on ne l'a fait à certaines époques. On reste avec une culture d'un marché du travail qui a été marqué par 40 ans de chômage massif et de difficultés massives. Et aujourd'hui, on passe dans une logique complètement différente où il faut plutôt aller chercher les talents. Donc c'est assez stimulant. Je crois qu'on s'y adapte à grande vitesse. Il y a dans la salle un certain nombre de personnes dont c'est le rôle, que ce soit des patrons du groupe ou des DRH ou des communicants. Je pense que, au fond, c'est un exercice d'humilité
pour un grand groupe comme le nôtre que de se dire qu'il faut maintenant mériter des talents qui hier se bousculaient pour venir à nous. Léonard, c'est un espace où on peut les repérer, oui, Léonard, embaucher. Léonard, c'est un point d'entrée. C'est un des nombreux points d'entrée de ce groupe, oui. Clara, vous avez été frappée, vous, à la rentrée et depuis quelques mois par ces élèves ingénieurs ou ces étudiants de grandes écoles qui préfèrent manifester, faire des déclaratifs, plutôt qu'aller changer l'industrie en profondeur. C'est un épiphénomène pour vous? C'est un détail, c'est des coups de com' ou il faut être attentif à ça? Alors, avant de répondre à votre question, je vais me permettre de réagir à ce que vous venez de dire sur les nouvelles tendances et les jeunes, notamment dans les grands groupes. Moi, j'ai une forte conviction sur le fait que le télétravail, au-delà des 15-20% qui donnent de la flexibilité, qui améliorent la qualité de vie de tout le monde, peut être dangereux, en tout cas peut créer du... ça peut être une catastrophe. Alors, moi, je pense que c'est catastrophique. Enfin, moi, je pense que pour la jeune génération et celle qui rentre sur le marché du travail, ça peut être extrêmement déstabilisant, parce que qu'est-ce qu'on cherche quand on rentre sur le marché du travail? On cherche à être au contact de gens qui ont plus d'expérience, à interagir avec eux, et dès lors qu'on n'est plus dans le même espace, et ben ça se perd. Et je pense que la solitude pour des profils jeunes qui rentrent sur le marché du travail, et ben ça amène à des réflexions et à une qualité de vie qui décroît. Vous dites donc, en clair, voilà, pardon de vous couper, mais vous dites en clair que le télétravail, c'est encore plus compliqué en termes enfin, pour l'industrie d'accueillir, de séduire, de recruter. Pour un grand groupe, cette logique du télétravail n'est pas la bonne, quoi. Oui, parce qu'un grand groupe qui a une certaine culture, voilà, chez Vinci, on sent les racines entrepreneuriales, le fait que c'est une organisation extrêmement décentralisée, avec des vrais entrepreneurs qui pilotent leur business. Ces gens-là, ils ont beaucoup de choses à apprendre aux jeunes qui rentrent sur le marché du travail. Et donc, quand on casse ça, eh bien, je pense qu'on se met à risque. On se met à risque que d'avoir un problème à court ou moyen terme. Bon, voilà, c'était juste une petite réaction. Et pour à laquelle je souscris. Bon, voilà. Et pour revenir sur votre dernière question, si vous faites référence au discours de promotion qu'on a tous peut-être vu, oui, ils m'ont frappé parce qu'ils ont été beaucoup repris dans la presse, parce qu'ils portent un message qui est très fort, et qui est très dur, qui est aussi très clivant. Et je trouve que c'est le message d'un certain nombre d'étudiants, pas de tous les étudiants, et c'est celui-ci qui a été repris. Bon, c'est comme ça que ça peut se passer quelquefois dans les médias. Après, je comprends le besoin de faire passer un message qui est finalement assez fort pour driver du changement. Je pense que tout n'est pas blanc ou noir. Je pense qu'il faut de tout pour faire un monde, et que dans la période assez challenging que nous vivons, j'ai envie de prêcher pour ma paroisse et de dire que tous ceux qui ont eu la chance de faire des hautes études, qu'ils soient ingénieurs, qu'ils soient dans la politique, la finance, l'économie, j'ai envie de leur donner un petit coup de pouce pour qu'ils aillent s'attaquer aux grands problèmes qu'on a devant nous, parce qu'eux seuls peuvent les résoudre quelque part. Voilà. Donc c'est pas la peine d'aller s'encoller devant un péage sur une autoroute Vinci, quoi. Bah, ça fait mal. Vous pourriez recruter à ce moment-là, remarquez, hein, mais bon. Non, moi je pense que c'est pas la peine de détruire les Kandinsky dans les musées et de se coller sur les routes. Et je pense qu'en revanche, ça c'est le monde dans lequel on vit, sans faire de généralité sur un système médiatique qui met plus l'accent sur les trois excités qui vont se coller sur la route. Il y a pour 3 personnes qui vont se coller sur la route, il y en a des centaines de milliers qui viennent bosser dans les grands groupes et qui sont heureux de travailler sur la composition. Et parfois, désenrobés. Parfois, certains sont ingénieurs et se collent aussi. Hein. Ils ont des doubles vies comme Batman. Ça peut arriver. Hein.
Non, mais enfin, moi je trouve que le bon côté de cette sensibilité générale à la question environnementale et de cette exigence, c'est qu'on a des gens qui sont innovants et qui ont envie de transformer nos process, nos métiers, nos entreprises, et welcome. C'était, on va prendre quelques questions s'il y en a, mais il y avait cette question de l'urgence. Isabelle Spiegel en a parlé tout de suite. Bon, la prise de conscience est là, il y a une accélération. Est-ce que vous la sentez, vous, dans vos métiers respectifs, cette accélération et cette notion d'urgence en disant il faut accélérer Oui. Huyard en a parlé tout à l'heure dans sa vidéo, mais est-ce que vous voyez les choses se mettre en mouvement d'une façon plus urgente que par le passé? Oui, mais bien entendu. On le voit dans l'ensemble de nos parties prenantes, c'est-à-dire que ce sont les attentes de nos clients, ce sont les exigences des réglementations que nous appliquons, ce sont les attentes de nos collaborateurs, et puis c'est la préoccupation d'ensemble d'une société à l'écoute de laquelle on vit. Et donc oui, bien entendu, que ces questions... Isabelle Spiegel, c'est une fille formidable, c'est notre star à tous, mais elle est la porte-parole d'une préoccupation qui est très diffusée et qui est très partagée. Je ne vais pas vous raconter l'ensemble des composantes qui font les métiers de concessionnaire d'autoroute que je fais par ailleurs, mais les chantiers dont nous sommes maîtres d'ouvrage ont un niveau d'exigence environnementale qui vous surprendrait. Quand on s'attaque à ce sujet, on arrive à diviser par 2 les émissions de carbone d'un chantier. Les exploitations autoroutières sont aujourd'hui archi préoccupées de sobriété énergétique, de transformation et de décarbonation. Et donc oui, c'est un sujet qui nous traverse. Et clairement, moi je suis très convaincu que le groupe Vinci, à travers ses synergies, à travers Léonard, à travers les démarches communes qui sont portées, a une longueur d'avance sur ces sujets parce que nous avons eu à cœur de les formaliser, de les concrétiser, de les mesurer, de les chiffrer et de les suivre. Oui. Clara, vous sentez l'urgence aussi, vous, dans vos métiers, dans la façon dont les gens travaillent, dont les tropismes professionnels se repositionnent? Oui, je la sens. Je crois que notre capacité à réagir est malheureusement très corrélée à la distance kilométrique des catastrophes qui arrivent. Hein. C'est la règle du kilomètre sentimental. Ça s'appelle comme ça en journalisme. Ah, très bien. Le kilomètre sentimental. Voyez, plus c'est loin, moins votre cœur bat. Voilà, mais je rappelle qu'il y a des dizaines de millions de réfugiés climatiques aujourd'hui qui n'ont même pas le titre. Le titre n'existe pas. Il y a le réfugié politique, mais il n'y a pas de réfugié climatique. Donc il y a des gens aujourd'hui et depuis de nombreuses années, qui tous les jours le sentent encore plus que nous. Nous, on est confortablement installés, on est bien vêtus, on mange à notre faim, on a un Je ne parlais pas de conscience personnelle, je parlais de l'aspect professionnel. L'aspect professionnel, oui, on voit l'urgence qui arrive parce que les phénomènes se multiplient et que mine de rien, ça a une influence sur la politique, qui a elle-même une influence sur les capitaux et qui ont une influence sur l'économie. C'est aussi, voilà, c'est un peu la chaîne alimentaire, j'ai envie de dire, qu'on observe. Et donc, oui, après, on essaie tous de faire ce qu'on peut au niveau respectif. Moi, je crois profondément à la technologie. Avec la technologie, comme vous le disiez, on peut diviser par 2 les émissions de carbone sur un chantier et on ne doit pas renoncer nécessairement à notre bien-être, au progrès, à la santé, à la médecine pour s'en sortir. Donc voilà, moi c'est un point de vue qui m'appartient, mais je pense que voilà, on va pouvoir résoudre le problème en ayant sûrement certainement un peu plus de sagesse sur certains sujets quand même, de sobriété peut-être sur d'autres, et puis en axant très fortement les capitaux sur la recherche et puis l'innovation. Voilà. On a demandé aux intervenants précédents un conseil à donner pour la nouvelle promotion
des 4 programmes Léonard. Quel est votre conseil, cher Pierre? Vous êtes un peu le parrain permanent de ces promotions. L'humilité. L'humilité? Non, je pense que... Je suis très à l'aise avec ce qui vient d'être dit. Hein. Merci, Clara, sur le fait qu'il y a une vraie logique économique et il y a une vraie dynamique de croissance dans les sujets dont on parle. Je crois qu'on a une vraie confiance dans la capacité du système à générer des business qui servent ces objectifs environnementaux. Et je pense que pour porter des projets entrepreneuriaux sous cette verrière, il faut à la fois profiter de la bienveillance qui anime ce lieu, profiter des portes qu'ouvre Léonard, être très à l'écoute et au fond, tout ça sont des qualités qui requièrent de l'ouverture, de l'ambition et de l'humilité.